Bon après-midi tout le monde. Notre présentation d'aujourd'hui va porter sur l'organisation des données de maintenance. On parle des emplacements, des actifs, des inventaires, de l'inventaire et des indicateurs de performance. Tout ça dans le cadre des meilleures pratiques de maintenance. Donc, voici notre ordre du jour. Je suis en charge de l'introduction. Monsieur nous a déjà présenté, on va passer ça rapidement. Je vais faire un rappel sur ce que c'est les meilleures pratiques de maintenance. À main levée, qui était là l'année passée? OK. Donc, vous avez probablement vu une présentation que j'ai faite. Pour toutes les autres qui n'y étaient pas, je vais la résumer en 2 minutes pour vous mettre en contexte et ensuite, je vais passer la parole à Mathieu. Donc, mise en contexte, Mathieu va nous parler de son industrie, la situation de départ et les initiatives qu'il a prises et qu'ils ont prises avec leur groupe et aussi l'étape actuelle où ils sont rendus présentement. Donc, c'est nous. J'avais préparé ça, mais on a été présenté déjà. Donc, rapidement, je vais vous résumer rapidement les meilleures pratiques de maintenance, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient. Je me sers souvent de cet exemple-là ici. On a un équipement qu'on installe aujourd'hui, une pompe, un compresseur, ce que vous voulez. OK? On l'installe aujourd'hui, il nous donne un certain rendement, et si on était pour le laisser rouler à travers le temps, jusqu'à temps qu'il meure. OK? Donc, on a un bris d'équipement. Par contre, nous, cet équipement-là, on lui demande un certain rendement pour notre production. Et quand l'usure, toujours en théorie, si on était pour le laisser aller, quand l'usure va arriver ici, bien, on va avoir une défaillance par rapport à notre production. Donc, si on est capable de faire un entretien adéquat, une maintenance adéquate, excusez, on peut dire qu'on est proactif parce qu'on fait les changements nécessaires, les inspections, la maintenance et on ne tombe jamais en défaillance. Si, par contre, on doit le réparer en urgence, on est réactif, on court après les pièces, on a des pertes de productivité et tout. Je vous dirais, c'est ce qui motive les meilleures pratiques en maintenance. C'est la raison pour laquelle on veut devenir meilleur dans plein de domaines pour être des gens proactifs. Grosso modo, vous venez de sauver 1h30 par rapport à la présentation que j'ai faite l'année passée. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? Un bon programme de maintenance, des bonnes PM, du prédictif, ces choses-là. On recherche les signes annonciateurs, que le moyen soit automatisé ou des inspections manuelles. On recherche des signes annonciateurs qui font qu'on peut planifier la maintenance et l'exécuter à temps avec les bonnes pièces, les bons outils. On a le temps de se préparer et on le fait avant que la défaillance arrive dans le délai respecté. Donc, en gros, c'est ça. Et comment qu'on fait pour y arriver? Comment qu'on fait pour rester dans le vert tout le temps? Bien, on implante les meilleures pratiques de maintenance. Ça commence à la base par l'engagement de notre direction. Puis mon co-conférencier ici, il l'a ça. Il l'a eu et ça vient de là d'ailleurs. Donc, on définit les rôles, les responsabilités, les processus, ces choses-là. Et ensuite, le nerf de la guerre, il est ici. Dans la maîtrise des opérations courantes. Donc, on s'assure que nos données sont bien montées. Notre GMAO, il faut qu'il soit bien monté, il faut qu'on ait tous nos actifs et pour chaque actif, la bonne PM avec la bonne fréquence et la PM bien estimée, ces choses-là. OK? Donc, on fait de la planification et de l'ordonnancement, on fait de la gestion du matériel, on établit les tactiques de maintenance. Donc, les PM avec les bonnes fréquences, le prédictif avec les bonnes inspections et aussi les bonnes actions, les bonnes interventions de, excusez-moi, j'ai juste le mot follow-up là-dedans, pour bien faire la maintenance. Et bien sûr, la mesure des résultats. Donc, aujourd'hui, nous, on va... Oh, excusez-moi, je vais continuer. Donc, une fois qu'on a la maîtrise de ces opérations-là, et je vous dirais que dans les 4 étapes, c'est ici qu'on passe le plus de temps.
c'est long se raffiner ici et s'installer. Surtout que quand on part quand on est réactif et on veut devenir proactif, il faut encore les gérer, les urgences, tout en s'organisant pour les éliminer tranquillement. Donc, une fois que ça c'est maîtrisé, on peut s'engager dans un processus d'amélioration continue. Donc, des programmes de fiabilité, la maintenance autonome. On est un puits de feu, là. On a le temps pour devenir meilleur dans ce qu'on fait. Et, ultimement, la maintenance est intégrée à la production et aussi aux stratégies de l'entreprise. Quand l'entreprise décide de faire un agrandissement, un 17e pour toi, David, ils viennent nous voir, ils viennent voir la maintenance. Regardez, y a-t-il des choses qu'on peut apprendre de vous autres, les gars, dans notre nouvelle partie d'usine ou carrément dans notre nouvelle usine? Donc, c'est vraiment quand la maintenance est intégrée dans les objectifs de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, on est ici pour vous parler de cette étape-là ici. Comment qu'on se prépare? Une fois qu'on a reçu le mandat de notre direction, comment qu'on se prépare et qu'est-ce qu'on fait? Mathieu l'a vécu, puis il va nous en parler. Donc, on va parler de la gestion des données, des mesures des résultats, dans le cadre de la maîtrise des opérations courantes en maintenance. Mathieu, je te passe le clicker. Prends-en bien soin. Merci, Henri-Jules. Bonjour à tous. C'est vraiment le fun de voir une pièce si bien remplie. Comme on parlait tantôt, je pense que la pièce aurait pu être un petit peu plus grande. C'est un désavantage quand même intéressant. Je pense que Jordan, l'année prochaine, il faut prendre 2 salles. Pour vous mettre un petit peu en contexte, je vais vous présenter un petit peu qui on est. Greenfield Global, pour ceux qui ont déjà vu une de mes présentations dans les années passées, on était connu sous le nom d'Ethanol Greenfield. Depuis l'année dernière, on est rendu Greenfield Global, qu'on y va international. On a 4 usines au Canada présentement. On a une usine à Varennes, les installations surtout que je vais focusser, mais on va parler des autres installations dans ma présentation d'aujourd'hui. Une usine à Johnstown, Tiverton et Chatham qui se situe en Ontario. Un des points forts de Greenfield Global, c'est qu'on est très diversifié dans la production d'alcool. L'usine de Varennes et l'usine de Johnstown font de l'éthanol de grade carburant qu'on appelle. Qu'aujourd'hui, quand vous allez mettre de l'essence dans vos voitures, il y a un 5 à 10 % d'éthanol qui va se retrouver dans l'essence régulière et intermédiaire. Au niveau de l'Ontario, par contre, on a des usines qui vont faire des alcools de commerce aussi, alcool de consommation, alcool industriel, alcool pharmaceutique et de haute pureté. En plus de ça, c'est pas ici, on va s'attarder vraiment aux distilleries aujourd'hui, mais on a aussi des centres d'empaquetage, 3 centres d'empaquetage, puis des centres de distribution localisés stratégiquement au Canada puis aux États-Unis. Donc, si on s'attarde un petit peu à notre site de Varennes, on est situé sur le bord du fleuve, justement. Le début des opérations s'est fait en 2007. Je suis là depuis le début. J'ai participé au démarrage de cette magnifique usine pour des coûts de construction d'environ 126 millions. On est un chef de file canadien dans la production des biocarburants. Puis comme on a vu tantôt, on produit environ plus de 800 millions de litres d'éthanol par année dans nos usines. Puis on fait partie des 50 sociétés les mieux gérées au Canada. Pour l'usine de Varennes, on va parler d'environ 55 à 60 employés en permanence à l'usine. Puis depuis 2007, on a eu des investissements quand même majeurs en projet, que ce soit fiabilité, amélioration et expansion, qui avoisinent environ les 45 millions de dollars. Qu'aujourd'hui, si on en regarde, en 2007, quand on a démarré l'usine, on était une usine qui produisait environ 120 millions de litres d'éthanol par année. Aujourd'hui, on est rendu à 190 millions de litres d'éthanol par année avec les projets qui ont eu lieu. Mais en plus de ça, on parle beaucoup d'éthanol, mais tous les sous-produits qui sont faits à l'usine sont revalorisés d'une façon ou d'une autre. Il n'y a aucun déchet qui sort de notre usine. Fait qu'on va faire ce qu'on appelle des drèches de distillerie, qui est en fin de compte une moulée qui est utilisée pour l'élevage. Fait qu'en fin de compte, le maïs qu'on utilise, c'est du blé d'Inde, communément appelé du blé d'Inde à vache. Il y a une partie qui va être séchée, qui va être retournée aux éleveurs. Ensuite de ça, le procédé de fermentation est un procédé qui génère beaucoup de CO2. Par contre, c'est un CO2 qui est très peu, puis il y a certaines compagnies qui recherchent ça. Le CO2 va être revalorisé, puis il va être transformé en glace sèche à l'usine de Varennes, à l'ordre de 80 000 tonnes par année.
Et ensuite de ça, depuis 2013, on a intégré une nouvelle technologie qui est d'extraire de l'huile de maïs à travers le procédé, puis on fait environ 4000 tonnes d'huile de maïs par année. Cette huile-là va être utilisée soit pour des biodiesels, ou dépendant du marché, il va aller aussi pour l'alimentation des volailles, dépendant, comme je disais, là, du marché en place. Fait que depuis 2016, il y a déjà un groupe qui existait. Par contre, du côté corporatif, il y a eu une initiative, puis comme Henri-Jules parlait tantôt, on a le support en fiabilité du côté de la direction, et pas juste la direction au côté de Varennes, mais corporatif. On a eu, depuis 2016, justement, un changement. Notre directeur d'usine qui était à Varennes, qui avait dans son ADN, puis je pense que ça faisait partie de l'ADN un petit peu de Varennes au complet, on avait dans notre ADN déjà la fiabilité. Fait qu'il est rendu aujourd'hui directeur corporatif, puis il a amené ce bagage-là avec lui. Ce qu'on a remarqué en 2016, c'est qu'il y avait quand même plusieurs divergences au niveau des performances de chaque usine. Puis en tant que corporation, à un moment donné, mais on veut niveler ça aussi. On ne veut pas avoir des usines plus performantes que d'autres. Puis on veut aussi utiliser les bons coups de chaque usine. Il y en a peut-être qui sont moins performantes, mais on a toujours des bons points à aller chercher dans ces usines-là. Fait que le but de ce groupe-là, finalement, c'était d'aller chercher l'expertise qu'on a déjà à l'interne pour développer un programme de fiabilité, là, comme j'ai marqué ici, à 100 %, mais de travailler en équipe. Fait que le groupe, puis juste pour rajouter, là, on va parler on appelle ça communément un peer group de fiabilité qui a été mis en place, mais il a été fait aussi à plusieurs sources. On a un groupe qui a été fait pour la fermentation, pour la sécurité, pour la qualité. Fait que c'est tous des groupes qui ont été créés avec les directeurs, dans notre cas pour la fiabilité, les directeurs d'entretien. Puis il y a des gens en rotation à chaque trimestre qui vont participer à ça. Puis un des points importants qu'on a compris là-dedans, c'est que puis je pense que c'est la réalité de chacun aujourd'hui dans une ère 4.0, où ce qu'on transige beaucoup par courriel, par des vidéoconférences. Moi, j'ai toujours eu une vision que ça ne vaut pas, par contre, la rencontre à domicile. Fait que 3 fois par année, ce qu'on fait, c'est qu'on va se rencontrer à chaque site pour être sûr, justement, là, qu'on a des contacts face à face puis qu'on parle des vraies choses. Puis en même temps, en faisant rotationner les gens là-dedans, mais on leur donne une part aussi du projet, puis que ça donne le buy-in, excusez le terme anglais, mais ça va nous donner le buy-in justement quand on fait l'implantation après ça. Fait que le groupe, il n'est pas là pour, en termes de pouvoir, par contre, il est là pour donner des lignes directrices, puis donner des outils justement à toutes les usines dans le déploiement justement du programme de fiabilité qu'ils vont mettre en place. Fait que, présentement, on va s'attarder au groupe de fiabilité, puis je pense que tout le monde veut entendre ici. Fait que ça, depuis 2016, c'est ce qu'on a fait en termes d'accomplissement. Fait qu'en mai 2016, qui était pas mal le début du groupe, on a procédé à une analyse d'écart de fiabilité. Fait que finalement, on a audité nos systèmes de maintenance. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher l'expertise d'une firme externe, justement, pour avoir un œil neutre sur tous nos programmes d'entretien dans toutes nos usines. C'est un processus qui a duré environ 1 à 2 mois, parce qu'il y avait quand même du déplacement. Il fallait aller se déplacer, puis il y a à peu près une quinzaine, vingtaine de personnes qui se faisaient rencontrer puis poser des questions pour arriver au final avec un petit peu la maturité de notre programme de fiabilité par usine, puis aussi la disponibilité de nos équipements, fait que le uptime de chaque usine. Fait que ça, ce que ça nous a permis de voir finalement, c'est les écarts, ils étaient situés où, mais en même temps qu'on avait les écarts, mais il y avait des usines justement qui étaient bien placées justement pour aller combler ces écarts-là parce qu'ils avaient déjà travaillé sur ces dossiers-là. Ce qu'on a fait en novembre 2016, c'est qu'on a découvert à travers cet audit-là qu'on avait une lacune commune qui était justement de documenter la criticité des équipements. Bon, la majorité des gens dans leur usine, on connaît pas mal nos équipements, on sait quel équipement est critique ou non, mais souvent, on ne fait pas le travail complet, puis on ne le documente pas, ce qui va faciliter après ça la planification des travaux, l'ordonnancement, puis sur quel équipement on va travailler, puis les prises de décision aussi. Fait qu'on a décidé, à partir de ce moment-là, de se bâtir une matrice de criticité, puis de travailler là-dessus. Par contre, puis là, je vais passer d'une slide à l'autre parce que j'ai une petite courbe intéressante après ça, puis ces 5 points-là représentent un petit peu les points de la courbe. Puis je suis sûr qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans. C'est une courbe que j'aime beaucoup, là. Fait qu'en fin de compte, c'est quand on met en place un projet,
C'est un petit peu de la façon que ça fonctionne. Hein? On va partir un projet, on avait un nouveau groupe, c'est la phase de lancement, on est tous excités, puis en fin de compte, ce qu'on veut s'attendre à faire, c'est que l'éléphant, tasse-toi de là, on va te prendre, ça va être une bouchée, ça va bien aller. Puis finalement, ce qui se passe, c'est que la réalité, à un moment donné, nous rattrape. On a toutes des choses, des responsabilités dans nos usines aussi. Fait que là, c'est là qu'on voit que ce qu'on s'attendait, les échéances qu'on s'est données, ça fonctionne malheureusement pas. Puis on va tomber, puis j'aime beaucoup le terme, le gouffre des désillusions. Fait que là, c'est là que c'est important, par contre, de ne pas laisser tomber le projet, mais vraiment de se rencontrer pour voir, mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas, puis comment que je vais faire pour ajuster le tir, pour être justement retourner dans une rampe, excusez, là, je vois même là-dessus, la rampe d'éclaircissement, pour après ça, vraiment tomber dans une productivité dans nos projets. Fait que si je reviens sur la slide avant, quand on a commencé la matrice de criticité, on n'était pas tous au même niveau. Fait que pour certains endroits, ça a fonctionné. Pour d'autres endroits, ça n'a pas fonctionné. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on ne connaissait pas la fonction de nos équipements. Fait que qu'est-ce que nos équipements font? Parce que quand on fait une criticité, dans notre cas, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'aller vers une description fonctionnelle. Fait que je vais faire la criticité sur la description fonctionnelle de mon équipement. Mais si je ne la connais pas, puis je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait, mais c'est sûr qu'il y a un groupe qui va se rencontrer, qui va essayer d'analyser ça. Et en fin de compte, ils ont découvert qu'ils avaient l'impression de travailler pour rien, puis de ne pas vraiment connaître comment on fait une criticité d'équipement. Fait que, puis c'est correct aussi, ce qu'on a décidé de faire, c'est de prendre un pas de recul. Puis là, on est allé dans l'identification des lacunes en GMAO. Fait qu'on s'en retrouve. Oups. Fallait que je réavance. Fait qu'on était là. Fait qu'on a commencé, on est rendu là. Ce qu'on a fait finalement, c'est que là, on s'est dit, regarde, on ne connaît pas les fonctions de nos équipements, on en revient en arrière, puis on va recommencer à travailler sur ce qui est important. Fait que la base de notre pyramide, justement, notre base de données, il faut connaître nos équipements pour être capable de les analyser comme il faut, puis avoir de l'information pertinente, puis une bonne historique. Fait que identification des lacunes. Après ça, on a bâti aussi un plan d'action par site. Puis ce qui est important aussi là-dedans, on parlait tantôt de pics d'attente démesurés. Je pense qu'il faut se mettre des attentes élevées. Il faut faire attention aux démesurés, par contre, parce que où est-ce qu'on peut travailler sur cette courbe-là? Oui, on peut travailler sur le temps, mais on peut travailler sur les attentes. Fait que plus qu'on va aller baisser un petit peu notre pic d'attente, bien, la courbe va venir s'aplanir un petit peu, puis le projet va aller de l'avant. Ça va être pas mal plus doux comme approche. Comme je disais, c'est important, c'est juste... Il faut se relever. Ensuite de ça, bien là, ce qu'on a fait justement, c'est qu'on est allé, puis c'est maintenant, justement, pour ne pas les nommer, mais ils nous ont aidé beaucoup là-dedans, c'est qu'on est allé voir justement, dans notre audit de GMAO, mais c'est quoi les meilleures pratiques dans l'industrie, puis comment on va faire pour les implanter. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, je pense, utilisent les GMAO, puis je vais parler par expérience, là, mais comme un système pour imprimer des bons de travail. Mais c'est-tu vraiment ça qu'on veut? On sait, les GMAO, quand même, il y a beaucoup d'investissements qui se font là-dedans, c'est beaucoup d'argent, mais cet outil-là est supposé nous donner de la valeur ajoutée et on n'est pas supposé travailler nécessairement pour le système, mais supposé nous donner de l'information pertinente pour prendre des décisions du côté de la fiabilité, mais de plein d'autres champs d'expertise aussi. Fait qu'on est arrivé avec un plan d'action pour chaque site aussi qui faisait du sens. Fait qu'il faut être réaliste là-dedans, puis il faut être sûr qu'à la fin de l'année, on soit capable de livrer ce qu'on a dit. Fait qu'en 2018, on est arrivé avec un plan d'action comme celui-ci. Fait que l'amélioration du GMAO, on en revient en arrière, on a reconstruit nos bases de données. Fait que de revoir comment on appelle nos emplacements dans notre système GMAO, puis l'arborescence aussi, comment on structure nos équipements dans le système. Ensuite de ça, bien, on s'est dit aussi, en parallèle, on va travailler sur nos pièces de rechange. Ça fait, on a des usines qui roulent depuis quand même une vingtaine d'années. Si on parle de Varennes, on va parler de 12 ans. Bien, les pièces de rechange ont été laissées un petit peu de côté pendant ces années-là. Fait qu'il faut revenir en arrière puis faire un petit peu le même processus. Puis dans le groupe de fiabilité qu'on a, côté corporatif, mais chaque site va aller se mettre aussi des objectifs spécifiques à leur site. Fait qu'on ne demande pas à tout le monde de travailler. On n'est premièrement pas tout au même niveau. Puis deuxièmement, mais c'est important d'avoir d'autres buts aussi, puis de faire avancer d'autres choses. Fait que dans le cas de Varennes, on est dans un processus présentement d'optimisation des maintenances préventives. Ça fait 12 ans qu'on fait les mêmes choses, qu'on fait les mêmes routines d'inspection. Mais là, c'est le temps de se réquestionner. Est-ce qu'on fait les bonnes inspections? Est-ce qu'on passe assez fréquemment? Est-ce qu'on passe trop souvent?
Le but de cet exercice-là, souvent, bien, ça va être de libérer finalement les techniciens d'expertise pour travailler sur de l'amélioration continue, à la place de faire toujours des routines d'inspection qui ont-tu une valeur ajoutée, oui ou non. Fait qu'il faut se questionner là-dessus. Fait que le prochain point, on va rentrer justement dans la taxonomie puis l'arborescence. Fait que ce qui est important là-dedans, c'est d'avoir un processus clair de la façon qu'on veut bâtir notre système. Faut comprendre aussi, bon, avec l'Ontario puis le Québec, on sait, il y a la barrière de langage, fait qu'on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde appelle leurs équipements de la même façon. Déjà là, il va y avoir une partie anglaise, une partie française. Puis ça, c'est une flexibilité qu'on veut quand même laisser à nos sites. On ne veut pas que tout le monde fonctionne de la même manière nécessairement. On veut donner, comme on disait tantôt, des lignes directrices où ce que les gens ils ont les outils puis ils peuvent converger là-dedans. Puis au final, avec des lignes directrices, au moins, on va parler quand même sensiblement le même langage. Quand je parle du seul et même langage, ça va être vraiment spécifique à un site. Fait que nous autres, on sait déjà, puis sûrement que c'est votre réalité, mais on va avoir un centre de contrôle. On va avoir les fameux PNID, justement, qui démontrent notre procédé, puis sur lequel on a des numéros d'équipement, puis on a notre GMAO. Fait que ce qu'on s'est rendu compte, nous autres, dans notre cas, c'est qu'on ne suivait pas toujours le même langage. Fait qu'il y en a un qui parle français, il y en a un qui parle anglais, il y en a un qui parle chinois. Fait qu'à un moment donné, quand on essaie de faire parler tout ça, de plus en plus, il y a des logiciels qui s'en viennent pour faire transiger puis parler ces systèmes-là. Par contre, si chaque système a un langage différent où il n'appelle pas les équipements de la même manière, mais on va rencontrer sûrement un os rendu là. Fait que ça aussi, c'est à penser quand on met des choses comme ça puis des projets en place, c'est qu'est-ce qui s'en vient dans le futur puis comment que je peux me déployer mon énergie pour qu'à moyen long terme, il y ait quand même de la valeur ajoutée à ce qu'on a fait. Fait que finalement, on est arrivé avec ça pour un même langage. La deuxième chose qu'on s'est posée comme question, je pense que les GMAO, juste en passant, on utilise Maximo. Je pense que les GMAO sont quand même possiblement semblables de ce côté-là. Souvent, on va voir des emplacements, des actifs puis des pièces de rechange. Mais avant d'aller faire la nouvelle intégration puis de restructurer votre système, il faut vraiment comprendre ça parce qu'on veut le moins possible travailler à l'encontre de ce que notre GMAO est fait pour faire. Parce que c'est après ça qu'on, malheureusement, on ne peut pas avoir le plein potentiel de toutes les applications puis les options que ça nous offre. Puis ça, c'est ce qu'on a rencontré dans le cas de Varennes, il y a environ 5-6 ans, où on voulait mettre en marche des nouvelles options, des nouvelles applications, mais malheureusement, la structure qu'on avait mise en place ne nous permettait pas de le faire. Fait qu'il a fallu, nous autres, par la manière la plus dure, restructurer notre système. Fait qu'en fin de compte, dans notre cas, l'emplacement, puis tantôt, je parlais de criticité, justement, puis c'est important que ça reste en place, mais on va parler d'un emplacement, c'est une description fonctionnelle. En plus, ça va être un lieu géographique. Fait que je sais que moi, dans mon usine à Varennes, la PC 2401, là, c'est un langage commun. Tout le monde sait que c'est la pompe qui va vider les réservoirs de liquéfaction. Fait que ce que je veux ici, c'est de voir exactement en une phrase qu'est-ce que cet emplacement-là a comme pour fonction. Puis après ça, ça va être réutilisé dans notre criticité. En plus, l'autre point qui est intéressant avec ça, mais ça a un aspect formatif. Fait que tous les techniciens maintenant qui reçoivent un bon de travail, mais ce qu'ils vont voir justement, c'est sur quel type d'équipement je m'en vais travailler. Fait que ça leur donne déjà de l'information sur cette pompe-là, qu'est-ce qu'elle fait. On espère tous qu'ils vont le retenir et qu'ils vont savoir la prochaine fois qu'est-ce qu'elle fait cette pompe-là. Dans ce cas-ci, ce n'est pas un équipement qui transige des produits chimiques. Dans notre cas, souvent, on va travailler avec de l'acide sulfurique, du caustique. Fait que déjà là aussi, c'est un autre point intéressant. C'est le gars ici qui s'en va travailler sur une pompe d'acide sulfurique, mais déjà là, il s'en va avec le mindset de OK, il y a un produit dangereux là-dedans. C'est quoi les EPI? Il faut que je mette tout ça. Il y a le processus de permis de travail qui va se faire, qui vont analyser les risques à ce moment-là. Par contre, le gars, il y a déjà dans le mindset qui s'en va là-dessus. Ensuite de ça, les actifs, dans notre cas, mais ce qui nous intéresse finalement, c'est là qu'on va mettre la description technique. Fait que sur quel type d'équipement exactement je m'en vais travailler? Fait que là, on va mettre un petit peu le pedigree de l'équipement d'une façon le plus possible standardisée. Fait que qu'est-ce qu'on veut mettre dans ces systèmes-là? Puis ça va aller rechercher aussi du côté de l'inventaire. On veut utiliser au plus possible toujours les mêmes termes pour faciliter les recherches
à court et moyen terme. Quand que je cherche une pompe, ben, dans mon cas, ben, je sais que la pompe va être marquée comme ça. Ça ne sera pas PUMP, ça ne sera pas juste centrifuge. Fait qu'on essaie de se trouver un standard d'équipement. En plus, la question qu'il faut se poser au niveau des actifs, puis qu'on s'est posé, c'est est-ce que j'ai besoin de faire un suivi de maintenance sur ces composantes-là? Parce que j'ai-tu une valeur ajoutée de mettre dans mon GMAO une pièce que je ne suis pas en maintenance, que je veux pas suivre l'historique, je n'ai pas de stratégie de maintenance pour ça. Puis souvent, quand on est capable de répondre non à cette question-là, bien, on va souvent se rapatrier, on va aller dans les pièces de rechange. L'exemple que j'ai souvent là-dessus, au niveau des actifs, ça va même aller au niveau de l'emplacement, parce que nous autres, on allait aussi détailler que ça dans le temps, c'est les indicateurs de pression. Bon, dans notre cas, notre réalité fait que des indicateurs de pression, il y en a beaucoup. On appelle ça des PI sur notre PNID, puis ils avaient tous été générés dans le système. Par contre, moi, personnellement, de suivre en maintenance un transmetteur de pression, je n'ai aucune valeur ajoutée à faire ça. Fait que ce qu'on a fait, finalement, c'est qu'on a complètement débarrassé le système de ces indicateurs de pression-là. La seule place qu'on va la retrouver, par contre, c'est en pièces de rechange. Fait que oui, il est inventorié, il est dans mon magasin. Si à un moment donné, j'ai besoin de changer un manomètre, mais le manomètre à la décharge de la pompe PC 2401, qui sûrement sur le PNID s'appelle PI 2401, mais ce que je vais faire finalement, c'est que je vais aller le charger à cette pompe-là. Comment que je peux suivre après ça, comment que j'ai eu de coûts en entretien sur des manomètres de pression, mais c'est pas très compliqué. Je vais aller voir les bons de commande, la quantité de manomètres que j'ai acheté durant la dernière année pour voir ça. Ah, juste pour finir, les pièces de rechange, mais ce qui est important aussi, puis qu'on est en train de faire dans notre processus, c'est que le plus possible, quand c'est des pièces spécifiques à un actif, mais on va venir mettre notre lien. Ça, je pense que tous les GMAO le font. Fait qu'on met les pièces détachées associées aux actifs. Comme ça, c'est très facile d'aller chercher cette information-là, un cadre de nuit, quoi que ce soit. La personne rentre, voit déjà les pièces qui sont critiques à l'équipement, qui sont associées directement aux actifs. Ici, je prends l'exemple de Varennes. Notre structure dans notre GMAO était bâtie de la sorte. Fait qu'on avait finalement, malheureusement, c'est pas une personne, ça a été fait au démarrage de l'usine, c'était pas une personne qui avait nécessairement une expertise en maintenance. Fait que ce qui est arrivé finalement, c'est qu'on a créé un miroir dans l'application emplacement et dans l'application actif. Fait qu'on avait deux structures d'arborescence qui voulaient dire exactement la même chose, puis qu'en fin de compte, ça nous enlevait un paquet de fonctionnalités. Pourquoi que je dis ça? C'est parce que des actifs, habituellement, dépendant lesquels, ça va se mettre à se déplacer. On va parler de moteurs, des pompes, des gearbox, tout ce qui est réparable, mais on veut les prendre et on va les déplacer. Puis quand ils ont des liaisons dans le système, c'est bien de valeur. Le système, la majorité du temps, ne permettra pas de le faire parce qu'il y a des liens parents-enfants qui se font à l'intérieur. Fait qu'une des étapes qu'on a faites, puis oui, juste pour continuer, parce que je vais parler des autres usines aussi. Les autres usines avaient, c'était un petit peu différent comme structure qu'il y avait. Nous autres, dans notre cas, si je parle de Varennes, on est à peu près équivalent. Je vais avoir 2400 emplacements. J'ai un petit peu plus que 2400 actifs parce que de la manière qu'on a décidé de travailler, mais pour une pompe, j'ai deux actifs. J'ai mon actif pompe, j'ai mon actif moteur. Fait que je vais avoir un petit peu plus d'actifs que d'emplacement. Dans les autres sites, ce qu'on a découvert, c'est que du côté emplacement, 30 ans d'emplacement. Pas grand-chose. Très général, un bâtiment. Puis, sous ce bâtiment-là, ce qu'il faisait, c'est qu'il générait un paquet d'actifs avec une arborescence parent-enfant de ce côté-là. Fait que ce que ça faisait, c'est la même chose qu'un petit peu qu'on avait à nous autres. Par contre, le défi est un petit peu plus grand pour restructurer les autres usines. À Varennes, vu qu'on était constitué comme ça a été quand même assez simple parce qu'en faisant ça puis en brisant les liens, fait que ce qu'on a fait, on a tout brisé les liens d'arborescence entre les actifs. Puis du côté des emplacements, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu détailler un certain niveau, mais pas trop détaillé. Parce que ce système-là, c'est qui l'utilise au final? Oui, les gens de maintenance, mais l'opération, les gars de production vont l'utiliser, les gens de bureau, parce que nous autres, on utilise le système pour faire des demandes de service. Fait que tout le monde a accès à Maximo. Si on a une demande quelconque, ça peut aller jusqu'à installer un cadre, mais on fait une demande de service dans Maximo qui va être traitée là-dedans.
Par contre, je ne m'attends pas à ce que mes gars de production connaissent exactement l'actif parce que c'est comme un numéro de série. Moi, je veux par contre, quand il ouvre sa demande de service, qu'il se mette au bon endroit dans l'emplacement. Puis moindrement c'est un petit peu flou, mais là, on peut se ramasser avec des bons de travail qui vont se faire sur des emplacements différents, mais qui auraient dû être sur le même emplacement. Fait qu'encore là, comme on disait, si on va avoir des données de qualité à la fin, puis d'avoir des vrais indicateurs de performance qui vont nous donner de l'information précise, mais il faut s'assurer non plus de ne pas aller trop dans le détail des fois. La difficulté, juste pour finir, oui, avec les autres sites, puis c'est maintenant, on a fait un très bon travail là-dessus. La difficulté qu'on a eue avec les autres sites, vu qu'il y avait des emplacements dans le module actif, c'est qu'on ne voulait pas perdre tout l'historique de bon travail qu'on avait, puis ça, c'était important pour nous autres. On a des usines qui ont 20 ans d'expérience, on ne veut pas tout mettre aux poubelles non plus. Fait que c'est pour ça qu'on est allé vers des firmes externes, parce que là, il fallait aller jouer dans l'architecture un petit peu de notre GMAO. Fait que ce qu'on a fait finalement, c'est qu'on a dit, OK, toi, l'actif qui s'appelle tel numéro qui est un emplacement, je vais te générer un nouvel emplacement, mais le numéro que tu avais avant, on fait juste changer pour un numéro à 4 chiffres pour être sûr qu'on garde toute l'information dans l'architecture, dans l'arrière-plan finalement du GMAO. Fait qu'aujourd'hui, ça ressemble un petit peu à ça. Fait qu'on a une arborescence de location, puis Maximo, de la manière qu'il fonctionne finalement, c'est qu'on a comme, je le vois comme une soupe d'actifs, fait que la base de données, il y a un petit peu d'équipement partout, puis lui, ce qu'on fait finalement, c'est qu'on vient juste relier et dire, OK, comme on avait comme exemple tantôt, mais la location PC 2401, mais ton actif, c'est celui-là ici, c'est le 2031, c'est une pompe de telle grosseur, de telle capacité qui s'en va à cet endroit-là. Je ne donne pas mes feuilles. On va aller un petit peu sur... j'ai failli faire un dégât là. On va aller un petit peu sur l'inventaire. En parallèle, on a décidé de travailler fort sur notre inventaire. On a une réalité dans tous nos sites, malheureusement, qu'on n'a pas de magasin général. On travaille fort pour en avoir un. Des fois, c'est dur d'avoir ces types d'infrastructures-là. Fait que présentement, on a des magasins un petit peu partout dans l'usine. En 12 ans, le stock s'est fait trimballer un petit peu. On a eu de la difficulté à maintenir nos équipements en inventaire adéquatement. Puis après 12 ans d'opération, avec, comme je vous ai dit, 45 millions d'investissements, mais il y en a resté de l'équipement obsolète sur nos tablettes puis des pièces de rechange. Fait qu'aujourd'hui, on a utilisé une méthode 5S. Je sais que les gens, des fois, voient le 5S pour d'autres applications, mais on trouvait que dans notre cas, pour l'inventaire, mais c'était très sujet du jour d'appliquer cette façon de faire-là. Fait qu'en fin de compte, nous autres, tout ce qu'on a débuté aujourd'hui, depuis les 3 derniers mois, on est dans le mode sélectionné. Fait que ce qu'on fait finalement, c'est qu'on révisite notre inventaire au complet. On s'en va voir qu'est-ce qu'on a en inventaire. On se pose toujours la question, est-ce que ça sert? Est-ce que ça va servir? Est-ce que c'est pour un équipement critique? Parce que oui, des fois, il y a des pièces qui vont traîner tablette peut-être pendant 15-20 ans. Par contre, la journée que mon équipement brise, mais je veux être sûr qu'elle soit sur tablette, cet équipement-là. Par contre, si ce n'est pas critique, pourquoi que je garderais ça? Surtout si, mettons, je suis capable de le trouver au coin de la rue sur tablette. On est dans ce processus-là présentement. Comme je l'ai dit, attaché avec la criticité. On s'occupe des obsolescences, puis on s'occupe de s'assurer que tout est codifié aussi. On a touché un petit peu au mode situé aussi. Fait que présentement, ce qu'on se questionne, on va chercher les pièces d'équipement. Est-ce qu'elles sont à la bonne place? Est-ce que je vais en avoir besoin de souvent ou non? Puis on va aller les mettre aux endroits les plus adaptés justement pour le besoin de ces pièces d'équipement-là. Puis la prochaine photo que je vais vous montrer, justement, bien, on s'est même mis des nouvelles infrastructures dans notre cas, justement, pour maximiser l'espace. Fait que quand on dit on agrandit par en dedans, c'est un petit peu notre cas présentement. Fait que ce que vous voyez finalement, c'est notre atelier mécanique. Puis avant, juste pour faire une histoire courte là-dessus, avant, on avait nos courroies qui étaient attachées ici, justement, au mur. Quand on parle de garder des pièces de rechange dans un bon état, on avait le meilleur exemple de ce qu'il ne faut pas faire. On avait des tiges à peu près d'1,5 pouce où toutes nos courroies pendaient là-dessus. Bon, une courroie de ventilation qui fait à peu près pas un gros diamètre, c'est pas très, très problématique. J'ai des courroies, par contre, d'équipement critique qui pendaient là pendant 8 ans. Puis quand on est allé les décrocher, il y avait la forme de la pine. Fait que je suis sûr que ces courroies-là n'auraient pas toffé bien, bien longtemps. Fait que justement, c'est un bon exemple de courroies, justement, ce qu'on a fait. On les a enroulées comme c'est supposé être, puis ils sont à plat sur une tablette dans un autre endroit.
Fait que ce qu'on a réussi à faire en enlevant ça, c'est de se fabriquer une nouvelle mezzanine. Notre atelier mécanique il est quand même considéré comme très propre. Et on n'est pas là toujours arrosé à l'eau. Fait qu'en ayant ça, justement, à un niveau supérieur, mais on garde la propreté des lieux. Puis on a des nouveaux équipements, justement, pour pouvoir situer les pièces. Puis si vous voyez bien, c'est des photos très récentes. On a des tables en location présentement. Fait que tout ce qu'on a décidé de mettre là est sur des tables. Fait que dans les prochaines semaines, les prochains mois, là, on va s'attarder à tout localiser dans les cases, puis mettre ça aussi à jour dans notre GMAO pour s'assurer que les pièces sont au bon endroit. Fait que les prochaines étapes, puis là, je suis déçu parce que j'avais oublié de le mettre, puis je ne l'ai pas mis. Mais les prochaines étapes, dans le cas de Varennes, on a procédé à travers la criticité. Par contre, pour les 3 autres sites qui sont en restructuration, en 2019, bien, il va y avoir la fameuse criticité des équipements qui va rentrer en ligne de compte. Ensuite de ça, bien, on veut procéder à la classification des actifs. Fait que des groupes d'équipements qui sont similaires, c'est de savoir exactement, puis je vais vous le présenter tantôt dans les indicateurs de performance, pour aller chercher de l'information justement très précieuse sur des pannes. C'est quelque chose qui va être très pratique après ça. Puis de standardiser nos descriptions. Fait que tantôt, on parlait un petit peu plus de location. Au niveau des actifs, on n'est pas rendu là encore. On en a quelques-uns, les critiques de fait. Par contre, on veut repasser tous nos actifs puis utiliser le même standard pour être sûr que tout est fait adéquatement. Puis, devrait venir après, puis là, je parle de 2020, le même processus pour les pièces en inventaire. Par contre, présentement, ce qui dit à tout le monde, c'est que quand on passe sur une pièce ou un actif, les gens qui ont l'habilité de le faire, mais tant qu'à faire, on en refait tout de suite notre codification standard ou nos pièces en inventaire, mais la même chose, on s'assure des nommer de la bonne façon. À travers tout ça, avec le groupe qu'on a, mais là, on parlait tantôt, fait que là, je n'ai pas un exemple avec moi, mais le peer group, finalement, de fiabilité pour le corporatif, on est en charge aussi de bâtir un document qui va s'appeler justement le guideline puis les principes de fiabilité pour Greenfield Global. Fait que dans ce cas-ci, on a déjà déployé, puis c'était une des premières étapes justement de comment on crée une location, bien, un emplacement, désolé le terme anglais, un emplacement, un actif, comment on structure ça dans nos GMAO pour que tout le monde, comme on parlait, ait l'outil ou les informations, les lignes directrices pour pouvoir le faire. Fait que les procédures, les instructions de travail, ce document-là, finalement, ça va être un document vivant qu'on va faire évoluer à travers les années, justement, avec ce qu'on va mettre en place les prochaines étapes, puis documentation des processus qui vont se retrouver aussi dans ce guide-là. Fait que pour finir, on en a parlé beaucoup un matin, puis je pense qu'il y a quelques présentations qui vont là-dessus. Fait que les fameux indicateurs de performance. À titre d'exemple, pour nous autres, j'en parlais ce matin, nous autres, chez Greenfield Global, on a 3 groupes de KPI qu'on tente de suivre. Fait qu'on va parler de la fiabilité, planification et ordonnancement, puis de l'inventaire. Fait que là, je parle vraiment pour un département de maintenance. Puis en passant, je parle de département de maintenance, là, puis mon boss ne sera pas content, parce que chez Greenfield, en passant, la maintenance puis l'opération ne font qu'un, c'est un département des opérations. Fait que le lien, je sais que j'ai vu une présentation tantôt là-dessus, il y a plus de 2 départements distinctifs, on fait un seul et même groupe, fait qu'on a un directeur des opérations là, qui est en charge de nous autres pour les techniciens d'entretien et les gens de production. Fait que ce qu'on va aller trouver là-dedans, on a environ 9 indicateurs de performance qu'on tente de suivre par année dans ces 3 groupes-là. Fait que 3 indicateurs par groupe. Puis ensuite de ça, il y a des petits indicateurs de base qu'on suit toujours. Ça va être partagé à l'ensemble de l'usine et au corporatif à tous les mois. On va chercher l'information la majorité du temps dans notre GMAO ou d'autres logiciels. Fait que j'en ai quelques exemples justement qu'on suit en plus gros format. Fait que ça en est un. Fait que justement, le carnet de travail, le fameux backlog qu'on suit. Fait que nous autres, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on en regarde pour avoir un minimum de 6 semaines de travail puis un maximum de 7 semaines de travail. Puis comment c'est calculé, finalement, c'est les ressources que j'ai sur le plancher plus les heures de travail que j'ai à faire qui vont nous donner ça. Comme on voit ici, juillet, la période des vacances. Puis il y a aussi des gros projets qui prenaient place parce qu'il y avait un arrêt d'usine qui allait avoir lieu le mois de septembre. Fait qu'on a mis les choses en place nécessaires pour, souvent à contrat, pour être capable de réduire ça.
J'ai quasiment fini, c'est en un mois, c'est pas bon. L'adhérence à la planification, comme on parlait aussi ce matin, c'est important d'avoir un objectif quand on suit un KPI. Fait que 92 % dans notre cas, on l'atteint quelques fois, mais on voit qu'on a du travail à faire de ce côté-là. L'exactitude des inventaires. Ça, en passant, c'est un petit point intéressant aussi que je vais dire rapidement. C'est nos techniciens de plancher qui s'occupent des inventaires. Une fois par mois, l'inventaire est divisé en 4 sections. Une fois par mois, on fait une section de l'inventaire. Puis c'est les gens d'entretien électrique qui vont aller faire l'inventaire. Fait que ça leur donne une appartenance à cet inventaire-là. Comment ça vaut aussi, parce que les coûts de ces pièces-là sont marqués sur les feuilles qu'ils reçoivent. Puis on s'assure aussi après ça que s'il manque des pièces, il faut les sortir sur le GMAO. Fait que c'est votre responsabilité aussi, l'inventaire. Ce n'est pas juste la responsabilité du magasinier ou de l'acheteur en arrière. Puis pour finir, les fameux codes de panne. Fait que ça, c'est intéressant quand on a une même nomenclature, comme dans ce cas-ci, mais je sais que sur les pompes centrifuges, pour nous autres qui est PC, mais j'ai 80 bons de travail quasiment qui ont ouvert là-dessus pour des maintenances correctives. Si je viens exploser ça avec notre système, je suis capable de dire, mais gars, sur les 80 bons de travail que j'ai ouverts, là, j'en avais 47 que c'était des fuites. Fait que c'est où que je peux aller travailler ici pour régler la majorité de mes problèmes sur des pompes centrifuges? C'est assez clair que c'est les fuites. Fait que ça, c'est de l'information qui va être facile à sortir après ça à travers le GMAO. La même chose avec la structure, mais de suivre les coûts d'entretien. On est capable de remonter tout vers le haut, les coûts d'entretien, puis regarder les zones où ça nous coûte le plus cher. Puis après ça, les KPI standards, là, fait que préventif versus correctif et la maintenance prédictive. Les index de vibration, puis on est très transparent aussi là-dessus, le budget de l'entretien. Avez-vous des questions? Mais vous avez remarqué seulement que se lever debout. Le message est très clair. Avez-vous des questions ou des commentaires avec notre belle présentation? Soit que c'était bien. J'ai vu une main là-bas, là. C'était clair? C'était bien? Merci, messieurs. Il y a une question là-bas. Oh, il y en a un. Il y en a un. Bon. OK. Oui, bonjour. Christian Pelletier de la Ville de Québec à l'entretien. Est-ce que vous avez des passerelles entre votre logiciel de GMAO et les logiciels de finance, achats et autres? Oui. Donc, vous faites les achats par Maximo? Ou... Oui, tous les bons de commande sont faits dans Maximo directement. Puis je pense, je ne me trompe pas, c'est Navision qui est le logiciel comptable qui parle directement avec Maximo. Là. Fait que c'est, oui, c'est une intégration complète. OK. Puis combien d'emplacements vous avez dans Maximo? On est environ à 2500 emplacements dans le système. Parfait. Autre question? Commentaire? Oui. Levez-vous, chère dame. Bon. Salut, mon nom c'est Laura de Vergelei. J'ai une question à propos de l'arborescence. Quand vous avez créé l'emplacement actif et de rechange, vous avez dit que vous avez eu des limitants avec les options de maximum. Comme quel type de limitants vous avez eu? C'est quoi comme on parlait, c'est parce que une des erreurs, je pourrais dire, qui a été faite, c'est qu'au niveau des actifs, à la place d'utiliser, puis oui, je n'ai pas accès là-dessus, mais à la place d'utiliser un numéro générique pour une pompe ou un moteur, tout ce qui est réparable, ça avait été appelé justement avec un nom de location. Mais ça, ce que ça l'empêche de faire, c'est quand tu as un réparable, puis nous autres, dans notre réalité, il y a des pièces qui font à plusieurs endroits, puis c'est la même pièce mécanique. Fait que ce qui arrive finalement, c'est que je ne peux pas la déplacer dans le système parce qu'elle a un nom de location associé à cette pièce-là. Fait que si je m'en vais la déplacer, il faudrait que je change de nom ou je la détruise puis j'en génère un autre. Quand on roule avec des numéros de série comme tel, bien, je peux prendre n'importe quel équipement dans mon usine puis le déplacer d'un emplacement à l'autre sans aucun problème. Puis comme ça, je vais être capable de suivre aussi à long terme. Tu sais, ça nous permet de voir deux choses. Hein. Je pourrais avoir un problème avec mon emplacement où un moteur ou une pompe brise à une fréquence X à tous les 3 mois. Pour un emplacement, la pompe, elle brise. Ou je pourrais avoir une pompe que je déplace qui brise à tous les 3 mois, que là, que je saurais, bien,
Dans un cas, c'est mon emplacement. Peut-être que la structure n'est pas assez rigide, j'ai un problème. De l'autre côté, c'est peut-être ma pompe que j'ai pogné une pompe citron, ou en tout cas, les mesures mécaniques internes ne sont pas bonnes. Fait que là, on va passer un petit peu plus de temps sur ces équipements-là quand on les défait, parce qu'on sait qu'il y a un bris récurrent qui arrive. Un autre inconvénient aussi, c'est que quand l'arborescence est montée du côté des actifs et qu'on veut déplacer un actif, on traîne tout ce qui est en dessous avec. On ne veut pas ça. Donc, l'arborescence appartient du côté des équipements et les actifs sont à l'intérieur. L'arborescence appartient du côté des emplacements et les actifs sont à l'intérieur des emplacements. On peut les échanger d'un à l'autre, les retourner faire réparer, les remettre en inventaire et les remettre en production.